Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau magazine qui s'appelle Entreprise Mode d'Emploi, un magazine qui vous est dédié à vous, chef d'entreprise, leader, manager ou aussi responsable de ressources humaines. Nous allons tenter et surtout réussir à vous donner des clés, des tips sur les grandes thématiques qui vous concernent au quotidien. Aujourd'hui, on va parler de bien-être au travail, mais avant même d'entamer cette thématique, le sommaire de ce premier numéro. Nous parlerons du bien-être au travail avec Christian Gaudry qui est notre invité. Nous irons ensuite en Belgique. Ce sera la visio du jour avec Laurence Vanet, on parlera du Chief Happiness Officer. Et enfin, le clin d'œil du jour, nous parlerons de la semaine de 4 jours, mais pas que. Quelques news autour de cette thématique du bien-être au travail. Avant de commencer, donc, c'est parti pour le thème du premier numéro. Eh bien, la thématique, je vous l'ai dit, on va parler du bien-être au travail, de la qualité de vie au travail. Et pour ça, je suis très heureux d'avoir comme invité avec moi en plateau, Christian Gaudry. Bonjour Christian. Bonjour. Alors, vous êtes fondateur et responsable de l'association Mieux-être et Travail. Voilà, je suis le président actuel. Voilà. Avant même de développer et de parler de cette thématique qui vous est chère, parce que c'est vrai que même si vous avez l'habitude de fréquenter plutôt les salariés chez l'entreprise, vous avez quand même quelques clés que vous pouvez délivrer. Ce chiffre impressionnant, 44%. C'est le pourcentage de salariés français qui sont en état de détresse psychologique. C'est un chiffre qui vient du baromètre 2022 du cabinet Empreinte Humaine. Vous connaissez ce chiffre, je crois. Oui, tout à fait. Oui. Un chiffre impressionnant, quasiment la moitié. Oui, je pense que l'épuisement professionnel concerne l'ensemble des domaines, que ce soit dans le public, dans le privé. Voilà, c'est quelque chose qu'on rencontre de partout aujourd'hui. Donc c'est une thématique qui devient en effet de plus en plus importante, quoi. Alors c'est vrai qu'on entend parler partout au quotidien, le bien-être au travail, on parle de burn-out, on parle de saturation, on parle de désaffection, on parle même d'abandon. Vous, je l'ai dit, vous êtes plutôt en relation avec les salariés qui se trouvent en situation, précaire ou situation de burn-out. Comment vous est venue l'idée déjà de cette association qui est reconnue d'utilité publique ? Alors cette association est née en 2015 par donc François Rabourdin qui était en fait inspecteur du travail et qui est devenu psychologue clinicien et qui par rencontre d'une patiente qui avait échangé avec un médecin du travail a trouvé que ça serait intéressant de creuser cet aspect-là, a rencontré le médecin du travail avec qui il a fondé l'association. Il s'est appuyé sur une autre association qui existe sur Chambéry mais qui n'existe plus aujourd'hui, Kairos. Voilà, et donc on a bâti cette association autour de deux professionnels de santé, médecins du travail et psycho. Alors je le disais, vous avez l'habitude de fréquenter les salariés. Bien entendu, vous connaissez aussi la problématique chef d'entreprise, d'entrepreneur. Peut-être les 2-3 grandes, on va dire, défections que vous voyez, vous, au quotidien, qui reviennent le plus. Alors, je dirais qu'il y a ce qu'on retrouve beaucoup chez les personnes, c'est la surcharge de travail. C'est-à-dire que souvent, elles font leur poste, plus des fois une partie d'un poste qui correspond aux personnes qu'elles managent, ou des fois même au-dessus d'eux. Donc, je dirais que souvent, les personnes qui vont tomber en épuisement professionnel comblent le dysfonctionnement de l'entreprise. Donc, en fait, c'est le dysfonctionnement de l'entreprise qui est, entre autres, à interroger. Alors, il y a des mots que l'on connaît maintenant. Burn-out, c'est le plus connu. Brown-out, bore-out, qui correspondent donc à des situations différentes. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous disent ces salariés, ces personnes qui viennent vous voir et qui sont à bout ? Alors, souvent, il y a une perte de sens. Souvent, elles vont jusqu'au bout, c'est-à-dire que c'est le corps souvent qui les arrête. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont vraiment envie de bien faire leur travail. C'est pas des personnes qui vont faire juste leurs heures et qui partent. Ces gens-là ont pas le danger de tomber en épuisement professionnel. C'est des gens très consciencieux, perfectionnistes, qui vont en faire beaucoup plus que les autres, qui vont avoir peut-être plus de difficultés à poser des limites et qui souvent, quand il y a des changements aussi dans l'entreprise, un rachat, une augmentation, une start-up qui grossit trop vite, et du coup, l'encadrement suit pas, et donc là, se créent des dysfonctionnements, perte de sens, c'est plus les mêmes valeurs de l'entreprise que quand ils sont rentrés, donc là, au bout d'un moment, ils s'effondrent, et des fois, c'est même physiquement, c'est-à-dire que c'est un matin, ils n'arrivent pas à se lever, devant l'écran, ils n'arrivent plus à rien faire, ils font une crise de panique, de nerfs, quoi que ce soit. Souvent, c'est le corps parce qu'en fait, il y a un déni de dire non, il faut que je tienne, il y a ça à faire, j'ai une équipe à charge, donc faut pas que je le lâche. Et donc, en fait, je donne souvent d'ailleurs l'image de la voiture, c'est-à-dire que notre corps, c'est comme un véhicule. Et en fait, je leur dis souvent, vous êtes sur l'autoroute à 180 à l'heure, vous avez caché votre tableau de bord, vous n'avez plus d'essence, plus d'huile moteur, plus d'huile de frein.
Donc Ça évidemment, casse. voilà, ce qui se passe, voilà, le moteur brûle, hein, et en fait, c'est ce qui se passe dans le burn-out, c'est que le cerveau brûle. Problème de mémoire, Mhm. problème de tout. Après, il y a plein de symptômes physiques, psychiques qui vont être des conséquences de cet épuisement. Alors, si on est là aujourd'hui, c'est pas, enfin, forcément, on explique, c'est normal, Mm. mais c'est aussi pour apporter des possibilités, des tips, des clés, des solutions Oui. pour celles et ceux qui nous regardent, notamment qui sont justement aux responsabilités. Il y a un chiffre que j'ai trouvé intéressant qui est 64% de ces salariés qui disent être plus sensibles à l'équilibre de leur vie perso-pro. Alors, ça, là, ça incombe forcément à Mm. des solutions au sein de l'entreprise. Quels sont, on va dire, peut-être les deux, trois conseils qu'on peut donner aux chefs d'entreprise ou aux responsables pour éviter d'en arriver là et pour pouvoir basculer du côté, j'allais dire, non pas obscur, mais du côté de la force? Alors, je pense qu'il faut remettre au centre la dimension humaine. Je pense que Laurence le développera tout à l'heure, mais aussi la dimension collective, Mhm. communautaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on évalue de façon individuelle, donc il y a un poids sur chaque individu. Chaque année, il faut faire toujours mieux, toujours mieux. Et ben, un humain, c'est pas possible, c'est pas comme une machine, il peut pas faire toujours mieux, toujours mieux. Il y a des limites. Et Mhm. en fait, c'est notre société qui fait que on pousse à faire toujours, 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 toujours plus, et on bute, on va dire, sur les limites humaines. Est-ce qu'on peut être efficace pour une entreprise tout en prenant en compte justement l'élément humain et la qualité de vie? Oui, bien au contraire, il y a plein de livres qui sont sortis qui montrent que si on remet l'humain au centre, au contraire, les gens vont beaucoup plus être efficaces Mhm. parce qu'ils vont être beaucoup plus motivés. C'est-à-dire, ils vont être pris en compte aussi. Parce qu'en fait, sinon, ils finissent par se rendre compte que c'est le système qui les écrase. On leur demande toujours plus. Ils disent, mais c'est plus possible, on n'y arrive plus. On court, en fait, après ce qu'on nous demande. Donc, si on reprend une dimension, dire, bah non, on fait à la mesure de ce qu'on peut faire, et puis on le fait ensemble, parce que je crois qu'aujourd'hui aussi, les jeunes, on voit bien tous les Mhm. là, les coworking, le collaboratif, voilà, on parle de plein de choses qui se développent sur ce champ-là, et je pense que ça, c'est un champ qui est important à mettre en œuvre, et je pense que les jeunes générations influent aussi sur ce changement. C'est-à-dire que les jeunes ont vu leurs parents des fois travailler trop, 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 et se dire, mais attendez, moi, je veux pas être comme mon père ou ma mère, je les vois rentrer épuisés, voilà, j'ai envie de vivre. Donc c'est le non, savoir dire Voilà, non. savoir Et dire donc ce non. rééquilibrage de Oui, cette vie oui. Mm. perso, vie pro. Euh, Est-ce que c'est important d'être heureux au travail selon vous? Est-ce que c'est quelque chose que vous entendez souvent? Oui, parce que en fait, les gens, en tout cas tous ceux qui sont en épuisement professionnel, ils ont mis beaucoup de sens. C'est comme une deuxième famille. C'est-à-dire que, enfin, et quelque part, le travail, c'est un lieu d'épanouissement. Hein, même si l'étymologie du travail, on le relie souvent à un côté plutôt Esclavage, ouais, bien esclavage, sûr. etc. Mais voilà, ça fait partie socialement de quelque chose qui nous épanouit et de nos besoins. Dans la pyramide de Maslow, dans les besoins qui sont les besoins de reconnaissance, d'appartenance, bah, le travail en fait partie. Faire partie d'un groupe travail, faire partie... Et la question du sens, faire quelque chose qui donne du sens à sa vie et à ce qu'on fait. Et donc aujourd'hui, de plus en plus, ces gens se disent, bah, ce que j'ai envie de faire ne correspond plus au sens que je donnais à ce métier au départ. Redonner un sens et du sens et Du sens, permettre justement de voilà. s'épanouir au Oui, travail. Alors justement, puisqu'on parle de bonheur au travail, ça me semblait évident d'avoir quelqu'un avec nous que vous allez découvrir qui s'appelle Laurence Vanet. On va direction la Belgique, quelque part en Belgique, et vous allez voir que là, on va parler du fameux Chief Happiness Officer. C'est la visio du jour. Alors, Laurence Vanet, bienvenue dans Entreprise Mode d'Emploi. Alors, je le disais, votre spécialité, vous, c'est le Chief Happiness Officer, c'est-à-dire le chef du bonheur au travail. Oui, bonjour Cyril, merci pour l'invitation. Chef du bonheur au travail, c'est la traduction littérale, mais c'est assez loin finalement de ce que je cherchais à faire lorsque j'ai endossé ce titre et j'étais à la sécurité sociale belge. C'était plus un pied de nez d'abord pour montrer tout le côté extrêmement désuet de mon titre officiel. Mais dans l'esprit, ça reflétait bien ce que moi j'imaginais être mon rôle, ma mission en tant que DRH, c'est-à-dire finalement créer des structures, créer un environnement qui permette aux collaborateurs, quel que soit son niveau, de cultiver son bonheur au travail. Donc je ne suis pas responsable de leur bonheur, j'essaye déjà de m'occuper du mien, c'est déjà bien, mais mon job, c'est de créer toutes les conditions au niveau organisationnel
pour que tout se passe bien pour chacun des membres, femmes, hommes, de l'organisation. Alors, ça a tellement bien fonctionné à la sécurité sociale belge que votre N+1, qui était le ministre, hein, si je me trompe pas, a dit mais c'est génial, on continue, encore au-dessus. Et donc, en fait, au final, aujourd'hui, vous avez décidé de le faire, vous, de voler de vos propres ailes et d'aller maintenant avec votre bâton de pèlerin dans les entreprises, un peu partout, pour justement expliquer que c'est important le bonheur au travail. Oui, tout à fait. C'est un véritable projet d'organisation. Donc, je ne suis pas seule responsable, certes, même si j'incarnais quelque part cette approche de bonheur au travail. Et le ministre était mon N+2. J'avais un président de ministère qui était effectivement convaincu de cette approche. Et oui, les résultats que l'on a obtenus, qu'ils soient financiers, opérationnels, écologiques et surtout humains, en fait, ont permis de convaincre d'autres institutions, aussi bien privées que publiques, de suivre ou de s'inspirer de l'exemple de la sécurité sociale. Et j'ai créé Happyformance en 2013 pour effectivement faire bénéficier d'autres organisations, où qu'elles soient sur la planète et quelle que soit leur taille et leur activité, de cette expérience pour pouvoir effectivement elles-mêmes tracer leur chemin dans cette approche de bonheur au travail. 2015, c'est ça? J'ai bien entendu 2015? 2013. 2013, donc oui, c'était 2 ans Ça fait avant même, 10 ans. justement. Ouais, ouais. Ouais. Donc ça fait 10 ans que le sujet quand même est sur la table. Aujourd'hui, lorsque vous allez à la rencontre justement de chefs d'entreprise, de décideurs, de responsables de ressources humaines, quelles sont les premières craintes qui vous sont exposées? On n'a pas le temps, on n'a pas que ça à faire, on n'a pas de budget, il faut que les résultats arrivent tout de suite. Or, on sait qu'un collaborateur qui est heureux sera 2 fois moins malade, 6 fois moins absent, 31% plus productif, 9 fois plus loyal, 50% plus créatif qu'un collaborateur qui n'est pas heureux au travail. Et donc, les retours sur investissement sont extrêmement rapides. Et ils ne sont pas que pour l'organisation, ils sont d'abord pour le collaborateur, pour l'équipe, pour l'organisation et pour l'écosystème dans lequel l'organisation évolue. Donc il y a des craintes de mais est-ce qu'on ne va pas se dissiper? Est-ce que c'est bien notre rôle d'organisation d'être responsable du bonheur au travail? Et donc je le martèlerai toujours, non, vous n'êtes pas responsable du bonheur au travail, vous êtes responsable de créer les conditions pour que chacun puisse s'épanouir. Et de là viendra la performance de l'organisation. Ah, pour revenir faire écho à une formule qui avait été utilisée pour autre chose, c'est un grand pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité aussi, alors, de développer ce bonheur au travail. Oui, tout à fait, parce qu'on voit très bien qu'en fait, un collaborateur qui est heureux, si vous allez au restaurant et que la personne qui vous sert tire la tête, le cuisinier n'est pas de bonne humeur, ne goûte pas les plats, etc., vous n'allez pas y retourner. Donc automatiquement, en fait, en tant que bénéficiaire des services, des produits qui sont faits par des personnes qui s'épanouissent dans leur quotidien, eh bien, vous allez vous-même être beaucoup plus heureux et automatiquement, Albert Schweitzer disait, pour reparler d'une formule, le bonheur, c'est la seule richesse qui se dédouble si on la partage. Tout à fait. Dernière question, Laurence. Aujourd'hui, quelles sont on va dire, les 2-3 premières choses selon vous qu'il faut mettre en place au sein d'une entreprise, qu'elle soit petite ou grande, pour justement, j'allais dire, se lancer sur ce long chemin de la qualité de vie au travail? Oui. Oui, la première des choses, c'est d'y aller avec sincérité et courage. Si c'est pour faire comme tout le monde, parce qu'on en parle, parce que c'est à la mode, et puis pouvoir finalement lâcher le projet dès qu'on aura rencontré la première difficulté, ça ne sert à rien. Autant ne pas y aller. Donc on y va si on a décidé d'être sincère et courageux. La deuxième chose, c'est que le bonheur est une notion extrêmement personnelle. Donc on ne pourra jamais définir tout ce qui rend heureux chacune des personnes. Et donc, ces notions de co-création, de co-créer les solutions avec les salariés, avec les managers, avec toutes les strates de l'organisation, c'est ce qui va nous permettre d'avoir un grand impact. Et la troisième chose, c'est la technique des petits pas et des volontaires. Ça ne sert à rien de vouloir bouleverser toute l'organisation. Autant aller chercher des pilotes qui ont envie de mettre des choses en place, mesurer les progrès et puis pouvoir raconter l'histoire, faire tout le storytelling qui sera autour pour en inspirer d'autres et donner envie. Voilà. Incarner plus que convaincre? On est à peu près sur cette ligne? Oui, tout à fait. Montrer que ça marche parce qu'on l'a vécu et qu'on peut en parler avec passion. Une dernière précision, parce que c'est vrai, quand on avait discuté il y a quelques années de ça ensemble, il y a quelque chose qui m'avait frappé, c'était le poids des mots, l'importance des mots.
Et je me souviens de cette formule que vous m'aviez donnée. Je préfère parler plutôt de patrimoine que de ressources, parce que la ressource, on l'épuise, le patrimoine, on le protège. Oui, tout à fait. En fait, on est passé de la gestion du personnel qui était très administrative vers la fin des années 70, au début des années 80, et on a inventé ce terme de ressources parce qu'on était dans des années d'optimisation. On optimisait les stocks, les ressources financières, donc on a parlé des ressources humaines en se disant ah mais c'est bien, ça prouve que l'homme est important. Et donc oui, une ressource ça s'épuise, ça s'exploite et ça s'épuise. Puis on s'est dit au début des années 2000 ah soyons encore plus ambitieux, on va parler de capital. Mais le capital, il faut un retour sur investissement qui est extrêmement rapide. Et c'est encore pire, en fait. Et donc, cette notion de patrimoine, je l'adore parce que c'est se dire, en fait, j'arrive dans une organisation, l'équipe est là, et mon but, c'est d'enrichir cette organisation et d'avoir la fierté de transmission. Tout comme on a la fierté de transmettre son propre patrimoine à ses enfants. Ce n'est pas qu'une valeur financière, c'est aussi des valeurs humaines qui sont extrêmement importantes. Eh ben, merci beaucoup, Laurence. Je crois que Christian, vous vouliez réagir. Oui, je rejoins tout à fait Laurence sur différents points. Par exemple, avant on parlait de QVT, qualité de vie au travail. On a rajouté le C, QVCT, conditions de vie et qualité de vie et conditions au travail. D'accord. Donc ces conditions de travail, voilà, on l'a rajouté et je pense que c'est en effet central parce que c'est là où l'entreprise peut agir, c'est sur les conditions de travail. D'ailleurs, le rôle, le devoir du chef d'entreprise, c'est de mettre en sorte les conditions pour que son personnel soit en bonne santé. Ça fait partie du code de travail. Donc voilà, il peut agir sur les conditions, comme dit en effet Laurence. On peut pas, chacun est différent. Donc il y a aussi cette notion un peu de ce qu'elle développait. On pourrait prendre l'image de famille, c'est-à-dire que, en effet, pour beaucoup de personnes, le travail c'est aussi comme une autre famille. Et ben, la famille, si on veut que ça fonctionne, il y a des moments, il faut aussi se retrouver ensemble. Et puis, on n'a pas tous les mêmes rythmes, donc c'est important de s'expliquer, c'est important de voir comment chacun fonctionne et tout le monde n'a pas les mêmes intérêts partout. Donc ça, c'est aussi un peu essentiel. Et puis, sur cette question de décalage, de vitesse, où en effet les entreprises sont contraintes d'être dans une efficacité et dans des résultats tout de suite. C'est ce qui fait qu'en effet qu'il y a une difficulté d'investir dans l'humain parce qu'on imagine que l'humain c'est un peu voilà, les sciences humaines on dit c'est pas une science dure donc c'est compliqué d'avoir les résultats, alors que si on met les mains dans le cambouis et ben réellement ça va réellement changer les choses. Souvent il faut pas grand chose, des fois simplement de valoriser une réussite, d'avoir quelque chose où on va prendre en compte le salarié, ça va changer tout. Être à l'écoute. Être à l'écoute. Merci beaucoup, Laurence, d'avoir été avec nous. Et puis, bonjour à la Belgique. Un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. Belle fin de journée et à bientôt. Nous, on va se retrouver tout de suite pour le clin d'œil du jour. Alors, le clin d'œil du jour, ce sont 3 informations, 3 news que j'ai trouvées pour vous. On va parler d'un livre, on va parler d'une initiative, on va parler aussi d'une série documentaire. La première chose, ce livre qui est sorti aux éditions Bookside, qui donc Oser la semaine de 4 jours. Son auteur s'appelle Laurent de la Clergerie. Peut-être que le nom vous dit quelque chose. C'est tout simplement le PDG du groupe LDLC. Alors, on pourrait dire que la maxime qui pourrait coller à ce livre, c'est travailler moins pour travailler mieux. On vient d'en parler. Il faut savoir que LDLC a reçu pour la 2e année consécutive la certification Great Place to Work avec une satisfaction de 90% des salariés. On peut parler de manifeste. Si donc vous voulez vous êtes responsable, chef d'entreprise et en savoir un peu plus sur comment mettre en place cette semaine de 4 jours, eh bien vous trouverez beaucoup d'informations sur ce livre, à savoir que ça a été lancé pour LDLC le 25 janvier 2021. Ça concerne plus de 1000 collaborateurs. Et bien entendu, l'idée, c'est de pouvoir vous donner des clés et pourquoi pas oser vous mettre à la semaine de 4 jours. Justement, puisqu'on parle de la semaine de 4 jours, un petit clin d'œil à la métropole Grand Lyon qui se lance elle aussi à partir de septembre sur le test de la semaine de 4 jours. Alors là, ce sera justement, comme le disait Laurence, sur la base du volontariat. On n'impose rien, on propose. Ça concerne quand même plus de 5000 collaborateurs. Ça rentre dans le cadre de l'agenda social 2023-2026 avec un budget de 17 millions d'euros. Alors là, le but, bien entendu, c'est de proposer une nouvelle manière de travailler, de s'organiser avec l'objectif de tester le dispositif et la volonté de voir si ça fonctionne. À terme,
si ça fonctionne, eh bien, ce sera mis en place pour l'intégralité des collaborateurs. Le premier bilan est prévu pour dans 6 mois. Et puis enfin, puisqu'on parlait de qualité de vie au travail, QVCT, qualité de vie et conditions de travail, eh bien, il y a cette série documentaire qui a été produite par un cabinet conseil qui s'appelle Wonjo, qui est un cabinet conseil de formation et aussi de conseil, donc sur la qualité de vie au travail. C'est une série documentaire composée de 3 épisodes. Pour l'instant, 2 épisodes sont en ligne, dont un sur l'entreprise bienveillante. Le principe est simple, on réunit des experts, des spécialistes, des psychothérapeutes, justement des personnes qui connaissent bien le sujet pour, eh bien, tout simplement donner des tips, des clés, faire comprendre et puis surtout provoquer une réflexion chez le salarié, mais aussi chez justement le chef d'entreprise, la personne qui est responsable des ressources humaines ou tout autre leader. Donc ça, vous pouvez bien entendu aller le consulter sur la chaîne sur YouTube, pardon, ils ont une chaîne directement, donc acteur de mon bien-être au travail. C'est avec le cabinet conseil Wonjo. Aujourd'hui, c'est terminé pour ce premier numéro. Merci Christian d'être venu participer donc à Entreprise Mode d'Emploi. Peut-être une dernière réflexion, un dernier conseil ou une dernière suggestion pour nos chefs d'entreprise ou nos responsables qui nous regardent? Je crois c'est de se dire que remettre l'humain au centre, surtout aujourd'hui on parle de l'IA, on se dit aussi les limites peut-être de l'IA, voilà, remettre de l'humain, remettre de l'émotionnel, accepter que l'émotionnel peut être aussi quelque chose de favorisant et de lien, remettre du lien peut-être. Ah bah écoutez, donc remettre l'humain au centre, ce qui est plutôt, je trouve, une bonne solution et une bonne voie à suivre. Merci à vous d'être venu participer à ce premier numéro. Bien entendu, nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Entreprise Mode d'Emploi. À très bientôt.